Mais avant tout, j'aimerais dire quelque chose que tout le monde connaît. L'homme est le chef de la femme. Amen. Ciao allez tout le monde, ici Afzal, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je sais qu'avec cette vidéo, je ne vais pas me faire que des amis, mais il est très important que nous discutions aujourd'hui de la soumission de la femme en Afrique. La place de la femme dans un couple en Afrique est très certainement de l'origine de cette misogynie qui est née et qui gangrène notre continent. Malheureusement, sur le continent, nous avons tellement entendu des phrases qui nous font penser que traditionnellement, la femme doit être soumise à son mari et que l'homme est supérieur à elle, et que c'est comme ça, comme on dit, que nous avons l'impression que nos ancêtres étaient des simples misogynes qui ne faisaient que dominer leurs femmes. L'oppression de l'homme sur la femme n'est pas originaire d'Afrique. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, avec quelques exemples, pourquoi est-ce qu'en Afrique ancestrale, on considérait la femme comme ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire le socle de la société. Et pour toi qui es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, je vais traiter des questions que tu te poses très certainement, mais que tu as peur de poser à ton entourage. Et on va toujours parler de tradition, de culture et d'histoire africaine pour revaloriser notre continent. Et si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à donner tes avis dans les commentaires, à liker et bien sûr, partager les vidéos. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, il va falloir que l'on pose des bases parce que sinon on va se disputer trop vite dans les commentaires, etc. Donc, c'est quoi la soumission avant de commencer? La soumission, on va la circonscrire à sa définition la plus simple. C'est un être qui donne toute l'autorité à un autre pour gouverner. En réalité, c'est ça. En plus de ça, généralement, la soumission vient lorsqu'il y a eu une lutte de pouvoir et que l'autre a perdu. Donc, on parle déjà d'une lutte de pouvoir. Par exemple, les êtres humains sont soumis à Dieu, en tout cas pour ceux qui croient en Dieu. Les êtres humains sont soumis à Dieu en tant qu'autorité suprême. Par contre, les femmes en Afrique ancestrale ne sont pas soumises à l'homme parce que la soumission sous-entend la faiblesse. En réalité, même les enfants ne sont pas soumis à leurs parents. En fait, on parle plutôt ici d'un respect un peu plus exacerbé. Donc, les enfants respectent leurs parents, tout comme la femme respecte son mari et vice-versa. Par contre, le respect, il se gagne. On ne naît pas avec le respect, on ne commence pas la vie en étant respecté de tout le monde. C'est par les actes que l'on obtient le respect. Tout comme cette fameuse soumission que certaines femmes clament et que certains hommes aussi veulent parce que, quoi qu'on dise, ça les arrange. Cette soi-disant soumission qui devrait plutôt s'appeler respect doit se gagner par des actes. Maintenant qu'on a défini la soumission et que cette base est établie entre nous, nous pouvons commencer la vidéo par la genèse du monde selon les Africains. Les Africains, à l'époque de nos ancêtres, ne pouvaient pas considérer que les femmes étaient soumises à eux parce que tout simplement l'homme et la femme sont apparus sur Terre en même temps à partir d'un être parfait androgyne. Contrairement aux idées justement véhiculées par les religions révélées qui sont l'islam, le christianisme et le judaïsme, on va dire les choses, qui considèrent que l'homme a été créé en premier et que la femme est issue de cet homme. Il y a certaines personnes, pour ne pas dire que les religions révélées parlent mal des femmes, etc., font des interprétations là où ils disent que, en réalité, l'être humain, lorsqu'il a été créé, c'était d'abord l'homme, mais l'homme était le prototype et que la femme est le produit fini. Et c'est pour ça qu'il faut respecter la femme, etc., etc. La réalité, c'est que la grande majorité considère que l'homme a été créé en premier et que la femme a été créée ensuite parce que, vas-y, l'homme s'ennuyait. Et en partant de cette considération, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on finit par penser que les femmes sont là pour servir les hommes. Et c'est ça d'ailleurs qui a donné naissance à certaines phrases ahurissantes du style « une de perdue, 10 de retrouvée » ou des hommes qui disent des choses du style « si tu ne veux pas, va-t'en, j'en retrouverai une autre, tu penses que je ne peux pas trouver des meilleures que toi, etc., etc., etc. » Alors qu'en Afrique ancestrale, nos ancêtres considéraient que lorsqu'il y a eu la division de l'être parfait en deux, la femme a récupéré certaines forces et l'homme en a récupéré d'autres, de sorte à créer une complémentarité. Sauf que la femme a récupéré la majorité des pouvoirs spirituels, ainsi que la morale et le pouvoir de création. Tandis que l'homme a hérité majoritairement de tous les pouvoirs physiques, la force et de la façon de protéger. Donc Dieu aurait donné à la femme la force créatrice d'ordonner à la nature par sa spiritualité accrue et donné à l'homme la force de protéger cette nature qui justement aurait été créée
par Dieu, mais par l'entremise de la femme. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que dans l'Égypte ancienne, on a la Mahat. Vous pourrez aller chercher, si vous tapez Kamit Mahat sur YouTube, vous allez tout de suite trouver. La Mahat est représentée par une femme. Et pour les quelques petits malins qui diront, oui, mais de toute façon, en Afrique, on a toujours vu des rois, c'est pas des reines, dans la politique, etc., c'est des hommes, etc., etc. Je vous dirais, remontons à l'époque de nos ancêtres et définissons ce que c'est qu'un roi à l'époque. Dans un texte initiatique sacré Peul, Laïter et Kodal, vous pourrez aller le chercher, il y a une très très bonne traduction faite par Amadou Ampateba. Il y a la sous-divinité de la connaissance et de la richesse qui vient se présenter à un des futurs candidats au trône pour lui apprendre ce que c'est qu'un roi par des épreuves. Et au fil des épreuves, on comprend finalement qu'en réalité, le roi n'est rien d'autre que le serviteur du peuple. Je sais que cette phrase n'a plus aucun sens pour beaucoup d'entre vous, mais le serviteur du peuple signifie que le roi a le devoir et l'obligation de rendre son peuple heureux, peu importe les conséquences qui lui arriveront à lui. Donc ça veut dire que le roi doit tout donner à son peuple, quitte à ce que lui-même, ça n'aille pas de son côté. Et c'est pour ça que les hommes étaient des mini-rois chez eux, parce que le roi de la maison devait faire en sorte que les sujets soient heureux. Donc les enfants doivent être heureux, sa femme doit être heureuse, etc., etc. Par contre, le pouvoir politique était donné à la femme. Et d'ailleurs, Cheikh Anta Diop le disait dans son livre Unité culturelle de l'Afrique noire, à la page 111, 110, 111 autour, que le pouvoir politique était donné aux femmes en Égypte, mais c'était leur mari, le roi, qui régnait. Tout simplement pour dire que la femme donnait les ordres derrière, et par contre, c'était l'homme qui les exécutait. Et le roi était justement dans sa fonction d'exécutant. C'était le roi, il régnait, etc. Mais il recevait moult et moult conseils de la part des femmes royales. Par exemple, sa mère, sa sœur, sa femme, etc. Aussi, dans le pic du matriarcat vraiment en Afrique, par exemple chez les Hausa, on a vu aligner 17 reines régnantes sur l'empire Hausa, dont la fabuleuse reine Amina, qui fera sûrement l'objet d'une vidéo. On a aussi en Angola la reine Zinga qui a réussi à faire échapper à son peuple les traumatismes de l'esclavage pendant plusieurs générations. Et on en a plein d'autres comme ça. Par exemple, en Égypte, encore une fois, il y avait Péséchet, qui n'était pas reine, mais qui était astrophysicienne en plus de médecin et qui créait des centres de formation pour former de plus en plus de personnes. Tout ça pour dire que les femmes avaient une certaine responsabilité vis-à-vis de la société et étaient non seulement respectées, mais avaient une place prépondérante. Du sud de l'Afrique au nord de l'Afrique, en passant par l'ouest et l'est, on avait des exemples de femmes rois et de femmes qui étaient conseillères royales et qui tranchaient dans les décisions politiques. Par exemple, en Afrique du Sud, chez Shaka Zulu et chez les peuples Venda, le roi devait diriger avec son oncle et sa tante. Par contre, lors des conseils, lorsqu'il y avait une décision tranchée à prendre, c'était la tante qui choisissait. En plus de ça, dans une large majorité de royaumes, on se rend compte que le pouvoir du roi passait au fils de sa sœur. Mais la sœur n'était pas simplement une femme qui était là pour faire des enfants et puis qu'un d'eux finisse par devenir roi. Non, la sœur devenait conseillère royale et devait trancher dans les décisions dans lesquelles son fils n'arrivait pas à trancher. Dans le Kuba, au Congo par exemple, c'était une matriarche qui désignait le roi et qui avait même le pouvoir de destituer le roi si jamais ce roi-là ne remplissait plus les critères d'éligibilité. Au Kanem Bornou, le roi régnait avec sa mère, qu'on appelait Magira. Chez les Fans aussi par exemple, l'enfant portait le nom de sa mère. Et tranquillement en allant vers l'ouest, dans le grandiose empire du Ghana, qui était, soit dit en passant, l'état le plus riche du monde au Xe siècle, le roi devait régner aux côtés de sa mère. Chez les Ashanti, dans l'actuel Ghana, le roi régnait avec sa sœur et le pouvoir était confié au fils de sa sœur. Dans la fabuleuse culture mandingue, qui est un brassage en réalité de plusieurs cultures, Dogon, Peul, Bambara et plein d'autres, on retrouve Kankan Mansa Moussa, l'homme le plus riche du monde jusqu'à aujourd'hui, qui portait en réalité le nom de sa mère. En venant au Burkina Faso, chez les Mossé, mes chers amis Mossé, on se rend compte que les Mossé n'existeraient même pas sans la vaillance de la princesse Yenenga. À l'origine des Mossé se trouvent deux personnes, donc la princesse Yenenga et son homme Roro, comme on dit. Par contre, qui ici peut me donner l'histoire de Roro? Presque personne. Par contre, la princesse Yenenga, c'est un personnage illustre de ce peuple-là qui n'est devenu peuple que grâce à elle et son fils, finalement. Donc, lorsqu'aujourd'hui, j'entends des gens dire que oui, nous sommes féodaux, nous sommes traditionnels,
et dans la tradition, les hommes, c'est comme ci, c'est comme ça. Ben, tout simplement, vous ne respectez même plus finalement la création, parce que dès le début, selon nos ancêtres, selon vos ancêtres, ce n'est pas comme ça que ça se passait. Aussi, j'ai un exemple très intéressant chez les Peuls. Il y a un clan, les Bororo, qu'on a appelé Wodabe, si vous voulez, qui finalement se sont détachés des autres clans Peul parce que tout simplement ces clans-là sont devenus trop islamisés et que eux voulaient garder ce côté traditionnel. Ils se sont donc écartés de la société Peul et donc vivent très en autarcie vraiment entre eux comme des ermites. Et chez eux, par exemple, jusqu'aujourd'hui, c'est la femme qui choisit son époux. Lors d'une cérémonie, par exemple, ils organisent des cérémonies, les hommes se maquillent, les hommes mettent des parures, ils portent des beaux habits, etc. Ils font des danses et tout. Et c'est les femmes qui sont assises et qui choisissent, ok, moi je veux celui-là, moi je veux celui-là, moi je veux celui-là. Et ça ne vient pas de nulle part. Malheureusement, je n'ai pas plus d'informations. D'ailleurs, dans un texte initiatique Peul, auquel je dois le nom de cette chaîne, Koumen rencontre Sile Sadio, qui deviendra par la suite le tout premier initié Peul, et lui dira ceci à peu près. Je veux t'initier, mais nous devons d'abord aller vers ma femme, Foroforondo, qui doit valider si oui ou non tu seras initié. Koumen a reçu de Dieu la création tout entière pour la protéger. Par contre, il ne se permet pas d'initier un être humain sans l'approbation préalable de sa femme. On ne va pas aller trop loin dans ce texte parce qu'il est hyper long et complexe, mais c'est histoire de vous expliquer à quel point est-ce que c'est important. Chez les Berbères aussi, en Libye et au Maghreb en général, le pouvoir passait du roi aux enfants de sa sœur. Enfin, le dernier exemple que je voulais vraiment prendre, c'était le cas de la dot. C'est hyper important qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, la dot a complètement changé de paradigme. On ne sait plus trop pourquoi on dote. Les gens sont rentrés dans un concours où qui payera la meilleure dot, etc., qui gagnera la meilleure dot. C'est devenu limite de la vente aux enchères. Par contre, à l'époque, la dot, c'était pas ça. En fait, nos ancêtres disent que la dot, c'est la manière que la famille de l'homme avait pour demander pardon à la famille de la femme parce qu'on leur retirait une femme de leur maison. En réalité, c'est pour vous montrer à quel point est-ce que c'était important d'avoir une femme dans sa maison. Parce que, par exemple, chez les Sénoufos à l'époque, le futur marié, le prétendant, pouvait aller cultiver le champ de son beau-père pendant 1 an avant le mariage pour lui signifier ses respects et lui demander pardon parce qu'il va lui enlever sa fille. En plus de la dot matérielle qui viendra après, que vous connaissez aujourd'hui, c'est des pains, la cola, de l'argent, etc., des bœufs, tout ça. Mais la dot avait vraiment une dimension très, très importante de montrer l'importance d'arracher une fille à sa famille. Parce qu'il y a des peuples, en réalité, en Asie, en Europe, etc., où la dot allait à l'homme, parce qu'il y a des milieux où l'homme est plus important que la femme et il faut qu'on l'accepte. Par contre, en Afrique ancestrale, ce n'était pas le cas. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'on va commencer à aller maintenant sur pourquoi est-ce qu'en Afrique, on a réussi à chuter à ce point. Comment est-ce que ça se fait que des peuples à culture patriarcale à l'époque, après plusieurs révolutions féminines bien sûr, ont fini par donner une sorte d'égalité aux hommes et aux femmes. En Afrique, il n'a jamais été question d'égalité, il a toujours été question de complémentarité. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Par contre, aujourd'hui en Afrique, c'est pas ce qui se passe. On a des mariages qui finissent en 3 semaines. On a des gens qui disent à leur femme, prends tes bagages, retourne chez tes parents. Si tu t'en vas, de toute façon, je vais me marier avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Et les femmes, elles ont l'impression que lorsqu'elles ne sont pas mariées, elles sont rien, elles sont personne. Lorsqu'un homme ne s'intéresse pas à elles, elles sont rien, elles sont personne, etc., etc. Et ça a été modelé par plusieurs aspects. La première hypothèse que je veux vous soumettre, c'est celle du tout début, ce sont les religions révélées. Avant que vous ne vous fâchiez, comprenez une chose. Dans les religions révélées, il a quand même toujours été question du fait que la femme est le péché originel. Dois-je encore une fois vous rappeler qui mange la pomme et la donne à l'autre? Ensuite, il est question aussi de soumission. Dois-je rappeler qui est la côte de l'autre? Il a été également question de couvrir la femme au maximum parce que c'est la tentation, parce que les femmes tentent, elles aiment jouer, etc. Bref, vous m'avez compris. Je ne vais pas aller plus loin sur ce terrain, mais n'empêche que cette hypothèse tient vachement bien la route. Ensuite, la deuxième hypothèse que j'ai pour vous, c'est l'immigration. Les peuples, vu qu'ils bougent beaucoup, au final, on a des hommes, des princes, des rois, etc., qui sont allés dans d'autres continents, en Asie, en Europe, qui ont des traditions patriarcales depuis le début, et qui ont ramené des femmes de ces endroits-là,
qui se sont mariés, etc. Donc, prenons un prince, par exemple, dans un royaume comme ça, qui revient avec une femme qui a une tradition patriarcale depuis sa naissance. Il revient dans son pays, il accède au trône. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? On a sa femme qui a une tradition patriarcale, qui se retrouve au sommet de la chaîne et on lui octroie un pouvoir politique qu'elle n'a jamais appris à gérer. On lui donne des capacités qu'elle n'a jamais vues. Et vous voulez qu'elle gère le pays comment? Elle va conseiller son mari du mieux qu'elle pourra, il n'y a pas de problème. Mais il y aura toujours des problèmes à l'intérieur du pays à cause de son manque de formation. Et là, va commencer des coups d'État. Parce que les hommes dans le pays vont commencer à se plaindre. Et lorsque l'économie, ça va plus, lorsqu'il n'y a plus à manger dans les assiettes, etc., les gens se révoltent. Donc, il y aura des coups d'État. Et de coup d'État en coup d'État, les hommes vont récupérer le pouvoir politique des mains des femmes et vont finalement devenir les nouveaux guides. Et c'est là où tout va partir de travers. La troisième hypothèse rejoindra la première, qui est également une forme de colonisation. Donc, c'est la colonisation, c'est l'esclavage. Pendant l'esclavage, le plus important n'était pas la morale ou la spiritualité, le plus important, c'était la force. Donc, finalement, l'homme s'est retrouvé plus important que les femmes parce qu'il y avait beaucoup de guerres, etc. Donc, les hommes ont pris de la place. C'était important d'avoir un homme fort qui pouvait se battre, protéger sa famille, etc., etc. Aussi, la colonisation culturelle, parce que lorsque les Portugais, les Anglais, etc. sont arrivés avec leur religion, ils sont aussi arrivés avec leur mode de vie lié à leur style de monarchie qui n'était pas la nôtre. Malheureusement, ils ont réussi à inculquer ça à l'intérieur, bon, avec des coups de fouet, etc., tout ce qu'on connaît. Mais ils ont réussi à inculquer ça dans nos peuples qui finalement se sont perdus. Et aujourd'hui, le plus inquiétant, c'est vraiment que les hommes ont tendance à faire des choses qu'ils ont vu faire. Donc, ça veut dire qu'un homme qui bat sa femme dira « Mon père a toujours battu ma mère, il n'y a jamais eu de problème. » Lui aussi dira « C'est comme ça que nous, on a grandi, mon père donnait des claques souvent à ma mère et il n'y a pas de problème. » Et ainsi de suite. Sauf que tout ça est un héritage qui vient certes de très loin, parce que ça quand même, ça remonte à loin, mais c'est un héritage qui n'est pas le nôtre. Et c'est là où c'est important de se reconnecter vraiment à sa culture et à ses valeurs. Parce que nous n'avons pas eu les mêmes valeurs à l'origine, donc nous ne pouvons pas évoluer de la même manière actuellement. Vous avez des peuples qui sont nés dans le patriarcat dès l'origine de leur peuple, dès le début, et qui ont commencé à considérer les femmes comme des êtres humains il n'y a même pas si longtemps que ça avec les révolutions. Et vous, Africains, qui avez reçu cet héritage-là de la colonisation qui fait vraiment pas si longtemps aussi, qui appliquez ça sur les femmes, vous pensez qu'il va falloir combien de temps avant de pouvoir libérer ces pauvres dames-là de leur souffrance? Donc, en réalité, tout ce que je vous demande, c'est vraiment inquiétez-vous de ne pas connaître votre culture, inquiétez-vous de ne pas connaître vos traditions. Ne croyez pas mot pour mot ce que je dis, ne croyez pas ce que Afzal raconte, allez faire vos recherches. Prenez le temps d'aller lire, d'aller étudier vos cultures, vos traditions, et vous verrez que vous découvrirez plein de choses qui aujourd'hui n'ont pas de sens actuellement dans la société. Aujourd'hui en Afrique, c'est sûr et certain que nos ancêtres sont extrêmement déçus parce que les hommes ont perdu de leur valeur. Malheureusement, les femmes aussi ont perdu de leur valeur. C'est ensemble qu'on pourra se compléter pour se pousser de l'avant et aller dans le bon sens. Merci à vous qui avez suivi la vidéo jusqu'au bout, surtout d'être arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas, le débat continue dans les commentaires, dans le respect toujours. Par contre, je n'ai pas pu développer toutes mes hypothèses ici. Je voulais pas que la vidéo dure 1 heure. N'hésitez pas à donner vos avis. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.